Quelque chose ne va pas à l'intérieur de la machine de guerre russe, et cela change tout. Cela peut sembler étrange à dire, étant donné que le président russe Vladimir Poutine a commencé une nouvelle offensive de printemps, visant des régions comme Sumy. Cependant, cette offensive dissimule une réalité que la Russie veut cacher au monde. Elle est incapable de l'emporter en Ukraine. L'armure de la Russie a disparu, ses chars, dont elle a besoin pour mener ses furieuses attaques terrestres, disparaissent, ceux qui restent étant rendus inutiles. L'artillerie russe est à son plus bas niveau, empêchant le pays de faire ce qui était nécessaire pour l'emporter en Ukraine. C'est ce que les correspondants militaires Jonathan Lowe et David Axe ont révélé dans des articles pour The Lowdown Blog et Newsweek, respectivement. Dans le Lowdown, Lowe met en évidence ce que la Russie doit faire pour gagner la guerre en Ukraine. C'est simple. La Russie doit gagner plus de territoire qu'elle n'en occupe pour faire pression sur l'Ukraine et la forcer à capituler. Beaucoup plus. La Russie contrôle actuellement environ 20% du territoire ukrainien, ce qui représente un faible gain après plus de 3 ans de guerre. Après que l'Ukraine a repoussé l'invasion initiale de Poutine en février 2022, les forces russes ont réussi à se consolider et à occuper environ 18% du territoire ukrainien. Depuis, les forces de Poutine n'ont qu'un maigre gain de 2% à montrer pour une guerre d'usure. Cela a coûté à son armée plus de 935 000 de ses personnes, ainsi que plus de 10 600 tanks et 22 000 véhicules de combat blindés. Retenez ces points, ils seront cruciaux plus tard. Selon Axe, la Russie doit au minimum revendiquer l'intégralité de Louhansk et Donetsk pour déclarer victoire. Ce sont les plus grandes régions de l'est de l'Ukraine, et elles demeurent la cible principale des assauts de Poutine. Mais là est le problème pour Poutine. Les avancées dans les deux régions ont ralenti à un rythme d'escargot, et la Russie doit encore occuper 10 miles de territoire pour prétendre à un contrôle total sur ces régions. Bien sûr, Poutine a une stratégie pour réaliser ces avancées. C'est la même stratégie qu'il a depuis le début de la guerre, submerger l'Ukraine avec des nombres massifs. C'est pourquoi il a déversé plus d'un demi-million de soldats russes et nord-coréens en Ukraine, en plus des milliers qu'il a contractés d'autres pays. Ils sont censés être la force écrasante, une armée si grande que les défenses de l'Ukraine s'effondrent sous les attaques constantes de vagues humaines. Les vagues humaines ne suffisent pas. Pour avancer de plusieurs kilomètres par jour, la Russie doit prendre Louhansk et Donetsk. Selon Axe, la stratégie de la Russie est simple, lancer des attaques sur l'arrière légèrement défendue de la ligne de front ukrainienne. De telles attaques requièrent une mobilité protectrice, c'est-à-dire qu'elles sont appuyées par des véhicules blindés, des chars et autres unités mécanisées. Plus la Russie apporte d'unités blindées aux assauts sur l'arrière de l'Ukraine, plus ils peuvent être dévastateurs. Une fois une percée réalisée par les unités protégées, Poutine mise sur sa supériorité numérique en main-d'œuvre pour submerger une position ukrainienne. Cependant, cette stratégie pose problème. Elle a fonctionné ces 3 dernières années car Poutine a pu préserver la mobilité protégée de son armée. Il a certainement sorti d'anciens chars, véhicules et obusiers soviétiques des réserves, mais même ces unités plus anciennes offraient encore une protection à ses forces terrestres. Selon Loanax, la mobilité mécanisée a aujourd'hui disparu. Les attaques violentes de Poutine dans différentes régions d'Ukraine ont causé une avalanche de problèmes. Cela rend impossible pour la Russie de gagner en Ukraine, et certainement pas dans les délais réalisables pour lesquels le Kremlin appelle. Cela nous amène à une question, pourquoi la Russie ne peut-elle plus gagner en Ukraine ? Commençons par ses forces mécanisées, en particulier ses chars et blindés. En résumé, la Russie a quasiment épuisé les stocks de l'ère soviétique dont elle dépendait ces 3 dernières années. Cela a considérablement réduit l'intensité de ses attaques sur l'arrière de l'Ukraine. C'est selon The Insider, qui a écrit en février que les dernières estimations suggèrent que la Russie manque de matériel militaire. Il cite le suivi militaire en source ouverte Oryx, qui enregistre toutes les pertes confirmées de matériel militaire dans la guerre. D'après Oryx, la Russie a perdu plus de 20 000 unités de matériel militaire, comparé à seulement 7 600 pertes du côté de l'Ukraine depuis février 2022. Parmi ces pertes figurent des chars, de l'infanterie, des véhicules de combat et des véhicules blindés, dont la Russie a confirmé un total de plus de 11 600. Plus de 2600 de ces chars sont en ruine, ainsi que 1903 de ces véhicules blindés de transport de troupes. Les véhicules de combat d'infanterie sont les plus touchés. 4146 d'entre eux sont en ruine en janvier 2025. Et voici ce qui est le plus inquiétant pour Poutine. Ces chiffres sont pourtant conservateurs. Oryx ne suit que les pertes confirmées à 100%, ce qui signifie qu'il n'enregistrera une perte que s'il trouve une vidéo ou une preuve photographique de cette perte. C'est pourquoi ces chiffres sont bien inférieurs à ceux proposés par le ministère des Finances de l'Ukraine. L'Ukraine estime le nombre à près de 36 500, 3 fois plus élevé que l'estimation d'Oryx. Dans tous les cas,
Ces pertes sont catastrophiques pour les efforts de la Russie de l'emporter en Ukraine. Pour empirer la situation, la Russie peine à reconstituer ses réserves, notamment en chars. Si nous supposons que les chiffres d'Oryx sont corrects, la Russie perd environ 866 de ses chars chaque année. Son problème est que ses installations de fabrication ne sont capables de construire qu'environ 250 chars T-90 par an, l'insider affirmant que 300. Poutine a contourné ce problème par le passé en restaurant des chars de l'époque soviétique, puisant dans les énormes stocks de la Russie, pour maintenir ses offensives terrestres féroces. Selon Newsweek, la Russie n'a que suffisamment de chars dans ses stocks pour maintenir son rythme actuel de guerre jusqu'en 2026, ils s'épuisent également. Après cela, rien qu'en 2024, la Russie a rénové environ 1500 de ses principaux chars de combat, ainsi que 2800 véhicules blindés et transporteurs d'infanterie. Il lui reste des milliers de chars en stock, mais elle fait face à un problème qu'elle n'avait pas quand Poutine a commencé à utiliser les stocks soviétiques russes. Il ne reste que les fonds de cuve. Cette pensée a une logique. Pour restaurer les anciens chars, Poutine a sélectionné ceux en meilleur état après des décennies de stockage. Ces chars ont été restaurés avec des pièces provenant d'autres chars plus délabrés que la Russie avait en stock, réduisant encore plus les stocks. La plupart des chars restaurés par la Russie sont maintenant détruits sur le champ de bataille en Ukraine, ne lui laissant que ceux qu'elle avait choisi de ne pas remettre en état au départ. Ces chars sont plus délabrés, ils prendront beaucoup plus de temps à restaurer et peuvent nécessiter des pièces de plusieurs chars détruits pour être remis en marche. Donc le stock de chars russes diminue de façon exponentielle. Chaque char perdu et remplacé par la Russie est un peu plus délabré et nécessite plus de temps pour être opérationnel que le précédent. Le même constat s'applique aux véhicules blindés russes. La Russie produit environ 860 de ces véhicules de combat d'infanterie annuellement, environ 460 BMP-3 et entre 300 et 400 B TR-82. Le problème réside dans le fait que beaucoup des soi-disant nouveaux BTR-82S russes sont en réalité d'anciens véhicules modernisés pour être réutilisables. Une fois de plus, les chiffres ne correspondent pas, même en utilisant des données Oryx plus prudentes. Diviser 4146 pertes de véhicules de combat d'infanterie par 3 ans nous donne un taux de rotation annuel de 1385, environ 500 véhicules de plus perdus par an que la Russie est capable de produire. Alors que les stocks de ces véhicules de la Russie diminuent, son taux de production ralentira encore plus. Ce ralentissement est inévitable. La Russie n'a plus qu'entre 41 et 52% de ses réserves d'avant-guerre en stockage. Et encore, ce sont les fonds de cuve, les véhicules qu'elle a choisi de ne pas restaurer la première, la deuxième ou la troisième fois. Parce qu'ils sont dans un état de délabrement tellement massif qu'il faudra des mois pour les rendre viables s'ils peuvent être restaurés du tout. Si d'autres preuves des problèmes de véhicules russes étaient nécessaires, il suffit de regarder comment la Russie a remplacé les unités mécanisées indispensables à ces attaques de plus en plus chancelantes. Le 9 avril, la Russie a lancé une nouvelle offensive de printemps contre l'Ukraine. Selon le Kyiv Post, cette nouvelle vague d'attaques marque un changement par rapport aux assauts d'infanterie légère utilisés par la Russie fin 2024. Mais il y a un problème avec ces assauts. Alors qu'elle aurait auparavant fortement compté sur des chars et des véhicules de combat blindés, la Russie est maintenant réduite à envoyer ses troupes attaquer l'Ukraine. Avec quelques chars, ainsi que des motos, des voitures civiles et soi-disant des véhicules blindés qui ne sont guère plus que des Sport Utility Vehicles convertis. Début avril, nous avons constaté les conséquences de cette version modifiée de la stratégie russe lorsque les forces ukrainiennes ont repoussé une attaque mécanisée russe renforcée au sud de Chazivyar. Cette attaque comprenait 13 des véhicules blindés les plus faibles de la Russie, ainsi que des motos et plusieurs véhicules civils. C'est bien loin des énormes nombres de chars et de véhicules blindés que la Russie apportait à ses assauts sur l'arrière de l'Ukraine au début de l'invasion de Poutine. Et cela alimente le problème qu'Axon Law note que la Russie n'a pas ce dont elle a besoin pour maintenir le niveau et la qualité des assauts terrestres, elle a besoin d'occuper le reste de Louhansk et Donetsk. Sans cette force protégée, les avancées russes ralentissent considérablement, et la guerre s'enlise. Ce problème est aggravé par les difficultés de l'artillerie russe. La Russie a un sérieux problème d'artillerie. Elle manque à la fois des unités d'artillerie nécessaires pour tirer sur les défenses de l'Ukraine et des obus dont ces unités ont besoin. Ce problème existe depuis au moins janvier 2024, quand David Axe a rapporté que la situation de la Russie était devenue si mauvaise. Elle devait retirer les canons des anciens fusils pour continuer à tirer avec ceux en première ligne. Axe a noté à l'époque que la Russie tirait au moins 10 000 obus d'artillerie sur l'Ukraine par jour, ce qui équivalait à 5 tirs par canon d'artillerie. Au rythme actuel, les canons russes devraient en tenir environ un an. Cependant,
N'importe laquelle de ces unités d'artillerie, sur les zones les plus critiques des lignes de front, tirait bien plus de 5 obus par jour, accélérant le taux de détérioration de leurs canons. C'était un problème pour la Russie qui ne dispose que de 2 usines ayant la précision, les outils et l'acier de haute qualité requis pour produire de nouveaux canons. Ces usines ne peuvent pas suivre le rythme de la détérioration des canons d'artillerie. Cela a contraint Poutine à retirer des canons d'autres armes pour garder ceux en première ligne opérationnelle. Le résultat est logique. Si les autres armes perdent leurs canons, elles deviennent inutilisables. Poutine sacrifie ses stocks pour maintenir son artillerie en état de tir, alors que celle en première ligne en Ukraine est inévitablement détruite. En 2025, nous constatons les conséquences de cette vision à court terme sur la Russie. Au début de l'invasion de Poutine, la Russie avait environ 19 000 unités d'artillerie en stock. Le ministère des Finances de l'Ukraine suggère que pratiquement toutes ces unités d'artillerie ont été détruites. Si nous prenons des chiffres plus conservateurs d'Oryx, la Russie a subi environ 2000 pertes d'unités d'artillerie, y compris tractées, autopropulsées et systèmes de lancement de roquettes multiples. Nous observons ici l'impact cumulé des remplacements de barils de Poutine. Quand ces unités sont perdues, elles sont remplacées par de l'artillerie. La Russie a dans ses stocks, donc ces chiffres diminuent naturellement. Cependant, alors que la Russie retire des barils de ses stocks pour approvisionner les unités en première ligne, cela réduit davantage ses réserves. Les unités d'artillerie de la Russie pourrissent sans barils, et son industrie manufacturière ne peut pas les remettre en état. Le cannibalisme de son artillerie indique que la Russie n'a presque plus rien en réserve. The Insider dit qu'il ne reste que 6180 pièces d'artillerie tractées maintenant, comparé à 13 263 unités lorsque l'invasion de Poutine a commencé. Il reste à la Russie 2627 unités autopropulsées d'un stock précédent de 4662, et environ un cinquième des 1518 systèmes de roquettes à lancement multiple avec lesquels elle a commencé la guerre. Et comme pour les chars et les véhicules blindés, l'artillerie restante dans les stocks russes est la pire qu'elle ait à disposition. Ces unités sont en mauvais état, nécessitant plus d'entretien et des remplacements de canons plus fréquents. Ce problème est exacerbé par les frappes de renseignement ukrainiennes contre les dépôts de munitions russes. Selon le Kyiv Independent du 9 avril, les frappes ukrainiennes sur les dépôts de munitions russes et la destruction de milliers d'unités d'artillerie ont réduit de moitié le taux de tir d'obus de la Russie. Selon le général Oleksandr Syrsky, commandant en chef des forces armées ukrainiennes, qui souligne que la Russie est passée de 40 000 tirs de munitions d'artillerie par jour à 23 000 tirs. Nous continuons à nous développer dans cette direction, augmentant le nombre, l'échelle et les capacités de Deep Strike, et avons déjà dépassé les 1700 km, environ 1050 miles, a déclaré Mark Siersky. Nos équipes renforcent aussi l'élément sans pilote. Autrement dit, la Russie ne peut que s'attendre à plus d'attaques à longue portée sur ses munitions d'artillerie, alors qu'elle manque aussi d'unités d'artillerie. Et son taux de perte s'accélère. Le 28 mars, l'Ukraine a réussi à détruire 122 pièces d'artillerie en une seule journée, le meilleur résultat en une journée qu'elles aient obtenu depuis le début de l'invasion de Poutine. Cela montre que l'artillerie russe perd en efficacité et en nombre, et ce qu'elle envoie en Ukraine devient de plus en plus vulnérable. Selon Axe, ces éléments constituent un problème majeur qui pourrait potentiellement mettre fin à la guerre pour Poutine. Les types de forces dont l'armée russe dépend traditionnellement pour des marches rapides en profondeur sur le territoire ennemi deviennent une espèce en voie de disparition, sur la ligne de front minée, criblée d'artillerie et patrouillée par des drones. Et c'est un autre bon point. En plus de l'énorme stock et des problèmes de fabrication auxquels la Russie est confrontée sur les fronts des chars, des véhicules et de l'artillerie, l'Ukraine a utilisé un mélange intelligent de vieilles et nouvelles stratégies pour éliminer ce que Poutine peut envoyer sur les lignes de front. Axe signale que l'Ukraine parsème de mines le terrain que les unités blindées russes veulent traverser, tout en le ciblant avec son artillerie. Ces types de tactiques n'ont pas beaucoup changé en un siècle, note Axe, mais ils sont extrêmement efficaces contre une avancée russe qui n'a pas non plus beaucoup évolué depuis la Première Guerre mondiale. Combinez ces anciennes tactiques avec les drones explosifs que l'Ukraine déploie, à une échelle presque inimaginable. Vous obtiendrez une combinaison de 3 coups détruisant les unités protégées russes. Les mines neutralisent les chars et les véhicules, les rendant vulnérables à l'artillerie. Avec ces unités protégées disparues, la Russie ne peut pas amener l'artillerie à portée de ses cibles ukrainiennes, surtout que cette artillerie est visée par les hordes de drones kamikazes de l'Ukraine. Comme l'a dit un blogueur militaire, ces défenses pieds à travers la ligne de front sont si denses que les unités mécanisées de la Russie n'atteignent souvent tout simplement pas la ligne pour lancer une attaque. Ou, comme le dit Axe, chaque attaque russe rencontre une avalanche de puissance de feu en 2025.
Cette avalanche, combinée aux problèmes d'équipement croissants de la Russie, prouve que Poutine ne peut pas remporter la guerre. Les chiffres sont sans appel. Si la prise de territoire est la clé de la victoire russe, comme le prétend Axe, alors la Russie a fait un travail terrible en 2025, selon l'Institut pour l'étude de la guerre et le ministère de la Défense britannique. Chacun d'eux a publié des statistiques en avril pour montrer à quel point les avancées de la Russie ont ralenti au cours de l'année. D'après l'Institute for the Study of War en janvier 2025, la Russie n'a réussi à revendiquer que 165 miles carrés du territoire ukrainien. L'occupation du territoire est passée à 137 miles carrés un mois après, puis a encore baissé à 7826 miles carrés en mars. Les chiffres du ministère de la Défense sont encore plus accablants. Après avoir revendiqué 126 miles carrés en janvier, le ministère affirme que la Russie en est maintenant au point où elle ne prend que 55 miles carrés de territoire ukrainien par mois. La course à l'avance est trop lente pour la Russie qui doit rapidement gagner du terrain en Ukraine, avant que ces pénuries d'équipements ne deviennent critiques pour gagner la guerre. Selon un rapport de Newsweek, la Russie n'a les stocks que pour maintenir ses offensives à leur niveau actuel, jusqu'en 2026, si les chiffres de mars ne s'améliorent pas significativement dans les mois à venir. D'ici fin 2025, la Russie n'aura revendiqué qu'environ 702 miles carrés de plus du territoire ukrainien. Et elle n'aura probablement pas pris entièrement Donetsk ou Lugansk, comme Axe affirme qu'elle doit le faire pour pouvoir gagner la guerre. Donc, quelle est la situation de la Russie avant que le problème des stocks ne devienne ingérable pour Poutine ? Eh bien, elle a lancé son offensive de printemps. Cela se passe aussi bien que vous pourriez l'attendre, étant donné la situation que nous venons de décrire. Le 14 avril, la zone de guerre, ou TWZ, l'a noté, que la Russie essayait de rassembler une force pour prendre l'oblast ukrainien de Sumy. Il y a des dizaines de milliers de troupes à la frontière de l'oblast, dit le média. Mais devinez quoi, il manque sévèrement d'unités mécanisées de protection. Selon TWZ, le manque de puissance de feu blindé a empêché la Russie de prendre du terrain lors des premières étapes de son offensive de printemps en Ukraine. Même à Luhansk et Donetsk, la Russie n'a encore fait aucun gain confirmé. C'est bien loin d'une offensive similaire au printemps de 2024, qui a vu les forces russes envahir plusieurs zones à Donetsk. Ce à quoi Poutine doit faire face, c'est qu'une combinaison de ses problèmes d'équipement et des tactiques supérieures de l'Ukraine ont affaibli ses avancées. Il ne gagne pratiquement pas de terrain, laissant la guerre dans une impasse. Et alors qu'il continue de pousser pour essayer sans succès de prendre plus de territoire, il affaiblira encore plus ses forces épuisées. Qui sait ? Peut-être que Poutine se précipite tête baissée pour créer les conditions parfaites pour une contre-attaque ukrainienne. Cela se traduit par la reprise du territoire occupé et éloigne davantage la Russie de la victoire qu'Axe dit qu'elle doit atteindre. Actuellement, la Russie ne peut pas gagner en Ukraine. Que pensez-vous de la dégradation de la situation de l'équipement militaire russe ? Poutine peut-il faire quelque chose pour reprendre l'avantage dans son invasion de l'Ukraine ? L'Ukraine défendra-t-elle son territoire et récupérera-t-elle une partie de ce qu'elle a perdu en 2025 ? Laissez-nous un commentaire et abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité de la guerre en Ukraine.